Bonjour à tous. Alors, j'ai activé le partage. Est-ce que vous pouvez nous dire si, dans le chat, si vous voyez notre écran, si vous nous entendez, s'il vous plaît? Un petit oui. Un petit oui? N'ayez pas peur. Ah, super. Merci. Ah, merci. Super. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur Calliope. Notre objectif sera aujourd'hui d'étudier l'impact de la certification sur votre organisme de formation une fois celle-ci obtenue. On a à peu près 45 minutes tous ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y reviendra à la fin. On fera une petite sélection, une petite séance de questions-réponses ensemble. Je te laisse passer, Sarah, la slide suivante. Super. Donc, moi, je me présente. Je suis William Leperc. Je suis responsable commercial de la partie éducation et formation pour la société Access et je suis accompagné aujourd'hui de... Donc, Sarah Attali, je m'occupe de faire des audits et d'accompagner nos clients sur la mise en place de Calliope et également j'accompagne sur la mise en place de logiciels dédiés aux centres de formation, de centres de formation de toute taille, tout type et voilà, toutes compétences confondues. Voilà. Alors, on va commencer pour dire qui nous sommes finalement. Ouais, exactement. Déjà aujourd'hui, qui nous sommes. Donc on est... On va commencer par dire qui nous sommes. Non. Après, on va faire quelques rappels sur la certification Calliope et on va aussi discuter de ce qui se passe pour l'organisme de formation une fois que la certification est obtenue. Donc, pour savoir exactement de quoi il retourne. Et ensuite, on va discuter du pilotage de ces indicateurs qualité grâce à un logiciel métier, peu importe lequel. On est vraiment sur l'idée de savoir si un logiciel métier peut vous aider dans ce suivi-là. Et on vous montrera un cas pratique dans le cadre d'une solution métier qu'on connaît bien, nous, qui est donc e-parcours. Et on gardera le temps restant, justement, comme le disait William juste avant, sur un temps d'échange et de questions pour justement avoir tous les retours que vous nous aurez faits, être en capacité d'aborder ces éléments. Voilà. Sur la suite. William, je te laisse la suite. Ouais, super, je te remercie. Alors déjà, qui nous sommes? Donc Access, c'est une entreprise familiale, une entreprise du numérique, orientée autour de 3 grands pôles. Alors je vais faire assez rapide, hein, vous inquiétez pas. On a une partie, le premier pôle qui est le cloud computing pour la partie infogérance, hébergement. Une autre partie qui est l'édition de logiciels. Alors c'est sur celle-ci aujourd'hui où on va un petit peu plus s'attarder autour de 3 grandes familles d'outils: la santé au travail, l'éducation, où on équipe aujourd'hui des lycées, des collèges privés sur des outils de vie scolaire et de création d'emploi du temps, et la partie formation sur différents outils aujourd'hui qu'on propose au centre de formation, grandes écoles, CFA. Grosso modo, c'est pour la gestion de A à Z de l'inscription, en passant par l'automatisation de l'administratif jusqu'à la facturation et l'accompagnement, bien sûr, Calliope dans le cadre de la réforme. Un autre type d'outils qui sont aujourd'hui aussi une GED SaaS qui est développé en interne par Access, et un troisième pôle qui est vraiment le pôle service avec une spécialisation un petit peu plus dans l'open source, exemple de la création de sites internet en Drupal ou alors de la messagerie Zimbra. Vous retrouverez juste sur la droite de l'écran 3 chiffres à retenir. Voilà, 250 collaborateurs. On a plus de 20 ans d'expérience et d'expertise aujourd'hui dans le milieu de l'informatique. Et on verra un peu après un petit focus sur la partie formation. Et à peu près 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le petit focus sur la formation. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on est dans ce milieu-là, qu'on équipe tout type de centre de formation, du centre de formation du formateur indépendant, en passant par la petite structure de 2-3 personnes, jusqu'à des centres de formation dits complexes, type l'AFNOR, l'Ordre des experts comptables. Ça va être par exemple, l'Ordre des experts comptables, un logiciel qui regroupe plus de 25 centres de formation sur l'ensemble de la France, et tout se regroupe dans un seul outil pour améliorer la gestion administrative et uniformiser votre manière de travailler. Pour la veille, on est bien sûr adhérent FFP pour assister à l'ensemble des conférences et pouvoir discuter un petit peu avec eux aussi du devenir de la formation. Et puis une spécialisation sur l'accompagnement des OF et la certification Calliope avec Sarah. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, parce que là, on s'est présenté, c'est de nous donner un état des lieux, d'où vous en êtes, vous, de Calliope. Donc, je vais lancer un petit sondage et l'idée, c'est que vous puissiez nous répondre
pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée. J'ai planifié ça en 1 minute. Hein. Faut pas que ce soit trop long dans notre déroulé. Donc, vous puissiez nous dire justement où vous en êtes de la démarche. Est-ce que vous êtes au tout début? Est-ce que vous avez pour le coup terminé avec la certification? Ou est-ce que ouais, voilà, où vous en êtes finalement de ces différentes étapes? Donc là, vous devriez avoir quelques retours. C'est en cours normalement. Voilà, et le sondage ne va pas tarder à se terminer. Donc, on a des retours. Centre de la page, j'ai cliqué sur Play. Centre de la page. Les résultats du sondage ont été publiés. Ah, alors on a un petit souci, c'est que je ne vois pas les résultats. Heureusement, vous avez commencé en pré-audit, vous avez déjà plusieurs OF Calliope. Ok, vous n'avez pas eu le temps de répondre. Alors ouais, 23%. Voilà, 23% qui n'ont pas commencé, donc effectivement, là on n'ira pas par contre, hein, c'est pour ça que je précise bien, on ne va pas aller dans le détail des indicateurs aujourd'hui, hein, c'est pas l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. On a 40% qui sont en préparation active, donc on apportera probablement des éléments d'information sur la suite, justement un peu de quand je suis Calliope, qu'est-ce qui se passe. Vous êtes certains à être toujours en attente de correction, 8% en attente de correction de non-conformité, et 23% à être déjà Calliopisés, chacun trouve son mot, bravo. Donc effectivement, pour vous, il y a certainement plein de choses que vous allez déjà avoir, et puis on essaiera bien sûr d'apporter d'autres éléments d'information. Merci pour vos retours. On va donc faire quelques rappels sur la certification Calliope, justement pour les personnes qui n'ont pas encore commencé ou qui sont en cours de mise en place. Donc pour que vous soyez justement bien au fait de tout ce qu'il en est. Concernant donc la certification Calliope, vous avez en fait donc comme vous le savez hein, depuis 2018 un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place à la suite de Datadoc, qui s'inspirent de Datadoc et qui sont allés beaucoup plus loin sur certains aspects. Vous avez une première partie sur la mise en place d'une offre claire, c'est-à-dire d'actualiser votre catalogue et votre offre commerciale pour qu'elle soit la plus claire possible, aussi bien au niveau des objectifs, au niveau de la mise en place de vos formations, qu'ils sachent comment s'inscrire, quand s'inscrire, etc., que vous ayez accès facilement à des statistiques pour qu'ils sachent un peu en mode booking, hein, comment ça se passe, si les gens sont contents de vos formations, et également qu'on sache facilement pour les formations certifiantes le suivi de parcours, etc., etc. Vous devez aussi recueillir les attentes et les besoins des bénéficiaires et proposer des formations adaptées, que ce soit au niveau des objectifs, des contenus, des modalités pédagogiques, etc. Montrer que c'est tout adapté aux attentes de vos bénéficiaires et des clients commanditaires, bien sûr. Vous devez mettre en place des conditions de mise en œuvre adaptées en informant vos stagiaires correctement, en suivant la progression de vos stagiaires, l'atteinte des objectifs, etc., etc. Donc, s'assurer que tout se passe bien pour vos stagiaires. Vous devez vous assurer d'avoir des conditions matérielles, des supports pédagogiques adaptés, une bonne coordination au sein de l'équipe, montrer tout ça que donc vous avez. Donc vous l'avez peut-être déjà fait, hein, si vous êtes Calliope, c'est que vous avez déjà mis en place tous ces éléments-là. Vous assurez d'avoir des collaborateurs, des formateurs, des assistants responsables pédagogiques, etc., qui soient tous au top au niveau de vos besoins de ressources internes et de compétences internes, et de besoins, bien sûr, à destination de vos clients et de vos participants. Quelque chose qui est nouveau justement vis-à-vis de Datadoc, vous réalisez une veille. Donc on en parlera tout à l'heure de la veille, on a un focus un petit peu particulier dessus parce que ça va être bien sûr important de le maintenir à la suite donc de la certification. Vous tracez donc cette veille que vous faites cette veille, vous la tracez et surtout vous tracez aussi les actions que vous réalisez au regard de cette veille-là. Ça suffit pas d'être abonné, de recevoir un mail que vous n'irez jamais dans votre boîte mail, il faut aller bien plus loin que ça. Et le dernier point, c'est l'amélioration continue. On avait un début de ça dans Datadoc, et là, on va aller rechercher le plus d'indicateurs possibles sur la satisfaction, sur la bonne tenue de nos engagements, et on va en dégager des pistes d'amélioration. On met en œuvre ces pistes d'amélioration et on trace que ça a été fait. Donc ça, c'est très important.
On fait un focus sur les grandes dates de la réforme. Donc, comme William le disait tout à l'heure, en septembre 2018, donc la loi Avenir Professionnel qui a déclenché la mise en place de Calliope. Vous avez été au courant au 1er avril 2020 qu'il y avait un décalage de Calliope du fait du Covid. En décembre 2020, les audits à distance ont été complétés et maintenus jusqu'à la fin de cette année en cause de Covid. Toujours, on a un contexte un petit peu particulier, bien évidemment, cette mise en place. C'est pas forcément évident systématiquement. Et donc, au 1er janvier 2022, nous devrons donc tous être certifiés pour obtenir un financement public ou mutualisé. Alors, on parle d'OPAC, opérateur de prestataire d'action de compétences, par rapport à OF, un peu le terme, parce que maintenant, bien sûr, ça intègre aussi bien les centres de formation, les CFA, la VAE et les bilans de compétences. Alors, pour vous donner un petit focus sur le marché de la formation actuelle, on a une liste du gouvernement avec tous les OF. Il y a 100 000 centres de formation déclarés. On va partir du principe qu'il y en a à peu près 80 000 qui sont actifs avec des heures réalisées sur l'année 2020. Et il y en a 55 000 à peu près qui étaient référencés Datadoc, donc qui vont probablement aller sur le marché de Calliope. Pour information, aujourd'hui, donc au 1er juin ou presque, en tout cas le chiffre date en l'occurrence de fin mars, il y a 8300 organismes qui sont déjà certifiés, donc bravo à nos 20% qui le sont, vous faites partie de cette première vague, et 5860 qui sont en cours de certification, donc qui ont lancé la notion de contractualisation. Mais vous voyez pour arriver jusqu'aux 80 000, alors tout le monde n'ira pas jusqu'au bout, mais même imaginons les 55 000 qui sont référencés Datadoc, il y a encore beaucoup de travail. Donc là pour le coup, en termes de grandes dates et d'échéances, janvier 2022, l'horloge tourne. On vous encourage vraiment, si vous n'avez pas encore commencé, à vous lancer vraiment dans la démarche pour pouvoir respecter les délais qui sont communiqués. Alors, vous allez mettre en place toutes ces démarches et vous allez avoir le Graal, vous l'avez eu. Et donc là, en fait, le certificateur va vous remettre un kit vous permettant d'afficher la mention Calliope. Donc ça, c'est le certificateur qui s'occupe de tout. Vous recevez un kit qui comprend le règlement et la charte d'usage parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le logo Calliope. Et avec bien sûr la charte graphique, les logos actualisés, parce qu'on ne peut pas faire les logos à utiliser par contre, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on va afficher. Donc vous attendez bien d'avoir le certificat pour commencer à utiliser le logo Calliope. On ne peut pas se lancer là comme ça, ou quand on est en préparation, bien évidemment, on ne va pas l'utiliser. Le logo avait été mis à jour il y a quelques temps, donc avant il y avait juste la mention Calliope. Désormais, vous voyez la Marianne avec marqué République française. Ça, c'est important de bien garder le logo qui vous sera communiqué à ce niveau-là. Et vous aurez aussi l'information que la certification qualité a été délivrée par rapport à la catégorie. Donc, soit action de formation, VAE, bilan de compétences ou CFA ou plusieurs. Et ça, c'est important de bien le spécifier pour qu'on n'ait pas de tromperie sur la marchandise, si je puis dire. Donc ça, c'est quelque chose qui vous sera effectivement communiqué. Vous pouvez l'exploiter sur votre catalogue, sur votre site web, sur vos brochures, par contre, à condition que ce ne soit pas que pour une seule fiche programme, pour une seule action de formation en particulier, parce que ça fait un peu tampon, sinon certificat qui est pour une formation, là c'est quelque chose que vous avez eu au niveau global. Donc, vous verrez aussi dans le règlement les règles d'usage de ce qu'on fait. Bien évidemment, si pour une raison ou pour une autre, vous perdez le certificat Calliope, il faudra arrêter d'utiliser la marque. Bon, on va partir du principe déjà que tout va bien. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe également en termes de référencement? Comment vos clients vont savoir que vous êtes Calliope ou des prospects et comment les personnes peuvent se rassurer au sujet justement de Calliope? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, vous allez avoir une liste du gouvernement, donc là, un peu la même que celle que je vous évoquais juste avant, mais cette fois-ci pour les Calliopisés, avec donc cette information qui est remontée par les certificateurs quotidiennement. Les certificateurs transmettent comme information le SIREN, le numéro de déclaration d'activité, la catégorie sur laquelle vous allez avoir été certifié, la date de décision, donc sur laquelle vous avez été tamponné, validé, et la fin de validité, la date de fin. Et donc ça se fera tout seul en fait, et la liste en question sera diffusée dès le 1er janvier 2022. Je vous propose de passer à la suite. Une fois la certification obtenue, qu'est-ce qui se passe pour votre organisme?
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je viens de passer mon audit initial, je suis enfin Calliopisée, est-ce que je me relâche? Alors, bon, le soir même, on profite, hein, on va en profiter, on va faire la fête quand même, hein, on va pas se mentir, c'est déjà super chouette. Par contre, sur les activités suivantes, on vous conseille de ne pas vous relâcher. Il y a d'autres audits et on va en parler un petit peu. Il y a d'autres choses sur lesquelles il faut être vigilant. Donc vraiment, l'idée, c'est de ne pas se relâcher juste après parce que malheureusement, ce n'est pas juste une seule étape. Ça va venir se compléter. Pourquoi? Alors, vous le savez certainement déjà, surtout pour ceux qui sont bien avancés dans la démarche, l'audit initial n'est que le début. Vous allez ensuite avoir un audit de surveillance au bout de 18 mois en moyenne. Hein. On verra tout à l'heure si ça va être à distance ou en présentiel en fonction de différents cas de figure. Et un audit de renouvellement qui aura lieu cette fois-ci 3 ans après la fin de, après le début de la certification initiale. À savoir qu'il ne faut pas trop attendre parce qu'effectivement, si vous attendez trop, effectivement, votre certificat sera périmé. Donc, il faut vraiment le faire avant la date d'échéance du premier certificat. Sache à savoir aussi que l'audit de surveillance, je ne parle pas du renouvellement, hein, je parle de la surveillance, cet audit va être plus court. Si on prend par exemple un centre de formation d'un chiffre d'affaires de moins de 150 000 euros sur par exemple un centre de formation qui va faire 1 jour, au niveau de la surveillance, on sera sur une demi-journée uniquement. Donc, l'audit de surveillance sera plus court parce qu'on part du principe que, étant donné que vous avez déjà audité une première fois et que vous avez déjà été certifié, vous avez déjà fait preuve de belles pratiques. Et donc, on vérifie qu'il n'y a pas de glissement sur cet audit de surveillance. On vérifie que vous êtes toujours sur une bonne pratique de Calliope. On vérifie que vous n'avez pas chuté dans vos pratiques. Et puis, éventuellement, si vous avez eu des non-conformités mineures, on va aussi travailler pendant cet audit de surveillance sur la vérification que votre plan d'action que vous avez mis en place sur ces non-conformités mineures a bien été mis en place et conforme à ce qui avait été demandé. La question effectivement, est-ce que l'audit de surveillance se fait sur site ou à distance? Alors, comme vous le savez, avec la période Covid, l'audit initial peut être fait en distanciel. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'audit de surveillance sera fait en présentiel, si c'était en distanciel l'audit initial. Sinon, si c'était en présentiel, vous pourrez le faire en distanciel. En distanciel, sauf si vous avez eu éventuellement des signalements. Alors, par exemple, un financeur qui aurait évoqué ça auprès d'un certificateur ou un client qui se serait plaint auprès d'un certificateur. Ça peut être aussi si vous êtes dans le cadre de multisites. Vous avez été en distanciel ou en présentiel sur certains sites. Si vous êtes en cas de multisite, les autres sites seront audités à ce moment-là en présentiel pendant l'audit de surveillance. Et également, comme je le disais, hein, pendant l'audit de surveillance, on va regarder votre plan d'action si vous avez des non-conformités mineures. Selon l'analyse de l'auditeur, il est possible que cette analyse de risque se fasse en présentiel, si c'est nécessaire. Alors, je vous disais effectivement, est-ce qu'on se relâche suite à notre audit initial? Voilà, moi je fais un petit peu de vélo, un petit peu, hein, pas beaucoup plus que ça, mais j'avoue que moi, quand il y a des montées-descentes, je me trouve beaucoup plus fatiguée que quand j'ai une belle pente douce pour continuer à travailler. Donc nous, ce qu'on vous conseille effectivement, c'est de prolonger l'effort de votre audit initial doucement, en montrant et en continuant à montrer des améliorations, en continuant à travailler sur vos pratiques, puisque pendant l'audit de surveillance, notre deuxième pic, et pendant l'audit de renouvellement, le troisième, on va vérifier justement que vous n'avez pas même juste stagné. On doit quand même montrer une amélioration continue, et donc plus la pente est douce, plus l'effort est facile à mettre en place. Donc voilà, c'est pour nous important de vous en parler. Et alors justement, quand on parle de cet effort et de cette pente justement douce qu'on va continuer à mettre en place, effectivement, il faut continuer à mettre en place cette veille. Là, autant certaines activités, vous mettez en place vos convocations, elles sont bien conformes, etc. Et vous allez toujours utiliser ces mêmes modèles, et c'est très bien. Par contre, la législation évolue, on a bien une présidentielle qui se rapproche, certaines informations peuvent évoluer, la législation évolue, donc ça au niveau légal et réglementaire. Les besoins de vos clients continuent à évoluer, c'est-à-dire que effectivement, hein, le métier d'aujourd'hui sera pas le même que le métier de demain. Entre le Covid et toutes les choses qui peuvent se passer, nos vies évoluent bien beaucoup. Aussi également en termes de technologique, de pédagogique, on continue à beaucoup travailler et des ressources, des infrastructures sur la gestion du handicap, etc. continuent à fournir des éléments, à nous apporter des informations sur lesquelles il faut continuer à se mettre en veille pour montrer qu'on continue à faire cette veille-là et qu'on continue à s'adapter au quotidien, et en plus pour montrer qu'on fait notre amélioration continue. Donc là, c'est vraiment important de continuer à travailler là-dessus. Autre chose, Calliope, c'est un premier élément finalement qui est une indication de qualité. Ce
qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'autres contrôles. Donc, ça veut dire que non seulement vous devez être vigilant sur les indicateurs Calliope, mais attention, vous pouvez également avoir des contrôles de la DRET. Alors, la DRET, c'est le nouveau nom de la Direct. Donc, comme vous avez fait votre veille, vous savez effectivement que la Direct a changé de nom. Et donc, les services régionaux de contrôle peuvent faire encore évidemment des contrôles sur votre pratique, sur des aspects légaux et réglementaires qui ne sont pas forcément regardés par Calliope. Vous pouvez également avoir des contrôles de la CNIL dans le cadre de la RGPD, des contrôles également des financeurs sur la vérification des services faits. Est-ce que la formation a bien eu lieu, apporter des preuves de tout ça, mais également une vérification des critères qualité. Donc même si vous avez votre audit, entre deux audits initiales et de surveillance, vous pouvez très bien avoir un financeur qui demande d'avoir un contrôle complémentaire pour vérifier que vous êtes bien conforme. Toujours, c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il faut éviter les allers-retours en termes d'efforts à fournir. C'est que l'idée, c'est vraiment de montrer que vous avez toujours une qualité constante. Après, ça n'empêche pas pour les CFA d'avoir des contrôles pédagogiques, d'avoir des contrôles de l'URSSAF sur la manière dont vous salariez les salariés ou les sous-traitants, pour éviter le travail dissimulé, par exemple, toutes ces choses-là. Donc, Calliope, c'est une petite partie de l'activité d'un centre de formation, mais il faut voir les choses de manière très globale pour que tout se passe bien, que vous n'ayez pas de risque à ce niveau-là. Et donc, vous avez votre certification, comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si vous, par exemple, déployez une nouvelle activité? Quelle est la relation que vous allez avoir avec le certificateur? Effectivement, si vous êtes tenté par la mise en place de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ou d'un CFA, parce que vos formations permettent d'aller dans cette direction-là, c'est possible. Ça veut dire que vous allez avoir ce qu'on appelle une extension de certification. La durée de cet audit sera la même que celle qui aurait été calculée pour un audit initial, comme si vous n'aviez pas été certifié en fait déjà. Donc, vous allez avoir votre audit d'extension. Et les fois prochaines, ça va rentrer dans le calcul de la durée, comme si ensemble. Donc, vous ferez l'audit de surveillance avec à la fois, par exemple, l'action de formation et la VAE, peu importe le moment où vous allez avoir fait votre audit d'extension de certification. Ça, c'est à savoir. Autre chose qui n'est pas forcément connue, vous vous êtes engagé avec votre organisme certificateur initial. Pour une raison ou pour une autre, vous avez envie d'en changer. Vous avez la possibilité de demander à changer de certificateur. Ça, c'est possible. En revanche, quand vous sollicitez le certificateur, il a le droit d'accepter ou de refuser le transfert. Juste Sarah, il y avait une question à un moment dans le chat. Est-ce que c'est la même personne? Alors, ça dépendra un peu du certificateur. Effectivement, là, le volume. Si on prend un audit ISO, par exemple, parce que je m'occupe aussi d'ISO 9001, par exemple, c'est le même auditeur qui fait l'audit initial et l'audit de surveillance. Et après, il y a un changement sur la prochaine boucle, audit de renouvellement et l'audit de surveillance qui suit. Là, sur des audits comme ça, c'est assez fixé. Sur l'audit Calliope, effectivement, le volume de personnes à certifier fait que, en principe, on est censé faire l'audit de surveillance, mais on imagine que ça peut être un petit peu compliqué du fait du volume que ça représente. Donc là, on est un peu en interrogation. Moi, je sais que j'ai dit rendez-vous à mes clients que j'ai vus en audit initial. Je leur ai dit rendez-vous pour la surveillance. Après, il peut y avoir possiblement des changements. William, je te laisse la suite sur le pilotage des indicateurs qualité grâce au logiciel métier. Ouais, super, je te remercie. Je quitte le chat alors. Oui, donc effectivement, l'outil, c'est de comprendre pourquoi en fait un outil métier peut être facilitateur dans le cadre d'une certification et au-delà. L'objectif numéro 1 de l'outil, c'est de centraliser l'ensemble des informations de votre OF, d'être la colonne vertébrale vraiment de votre gestion. Et en cas de contrôle, vous aurez simplement une seule piste d'audit ou un seul endroit où l'ensemble des pièces justificatives seront présents. L'outil, il a 4 gros objectifs. L'objectif numéro 1 de cet outil métier, c'est de centraliser l'ensemble des informations, d'avoir un seul outil de référence. Ça va vous permettre simplement aussi d'avoir une seule piste d'audit justificative de bonne gestion. Ça va être aussi de surveiller et de contrôler la mise en œuvre des obligations et d'anticiper les manques et les erreurs. Donc là, c'est une action que vous allez faire vous-même. Tiens, sur telle session, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je respecte bien? Et les nouveaux outils, ils vont aussi à ce moment-là vous alerter. Parce que certes, il y a l'action d'aller surveiller, mais c'est quand même mieux aussi de temps en temps nous mettre attention, alerte. Cette session, il va manquer une convention, il nous manque l'envoi des questionnaires. Il y a des oublis, c'est humain, on est tous pareils, on fait tout toujours au dernier moment en plus malheureusement. Donc là aussi, c'est à votre outil aussi, ou alors quand je parle d'outil, ça peut être un outil métier
fait pour les centres de formation. Ça peut être un tableau Excel, c'est à vous de l'optimiser et d'avancer un petit peu là-dessus. Et puis après, c'est vraiment de gagner du temps. Il y a beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée au sein de la formation. On a fait une petite stat, on voit que sur un inscrit, on peut aller de 5 jusqu'à 25 documents envoyés, que ce soit des rappels, convocations, etc. Bah, toutes ces tâches-là déjà administratives, il faut les automatiser pour que vous puissiez gagner du temps. Et puis, bah, l'ensemble, en fait, ça va vraiment vous permettre de mesurer un ROI, un retour sur investissement. Déjà, mesurer le gain de temps pour vos équipes, mais aussi sur les préparations des audits, ce qu'évoquait Sarah, hein. Une pente douce, il vaut mieux la prévoir plutôt que faire des choses cycliques, même si humainement, on va le faire de manière cyclique. L'outil aussi va vous permettre de vous forcer à avoir un travail continu pendant l'année. Alors, il y a deux, trois questions à se poser un petit peu sur vos outils. Déjà, quel sera le coût pour votre OF de perdre la certification? Hein. Donc, il faut vraiment prendre aujourd'hui les outils que vous avez comme une assurance métier qui vont vous permettre de ne pas déraper. Et puis surtout, ce qu'évoquait Sarah, c'est comment la réforme va évoluer. Alors, on dit que quand il y aura des élections, peut-être que ça va bouger. On remarque qu'à chaque élection, le bilan pédagogique il change. Donc, à IOPI, on se dit quand même que ça va évoluer, Datadoc déjà, etc. Donc là aussi, c'est aux outils métiers d'évoluer avec la réforme et de vous aider, d'être facilitateur, parce que pour vous, c'est quand même un gros travail. Et on remarque que donc vous n'avez pas que ça à faire déjà. Sarah, je te laisse prendre la suite. Effectivement, l'idée, c'est que votre logiciel vous aide sur les différents indicateurs et vous facilite, vous balise finalement le trajet. Typiquement sur les indicateurs 1, 2 et 3, il y a des blocs qui sont bien identifiés que vous devez afficher pour que vous soyez conforme. Bah, c'est vrai que si votre logiciel prévoit dès le départ les encarts nécessaires et a une facilité à s'assurer que c'est affiché sur votre site web par ce qu'on appelle des web services, de la communication entre votre logiciel et votre site web par exemple, c'est une assurance que vous aurez tous les blocs nécessaires le jour J. De la même manière, quand on parle d'analyse du besoin des participants ou des commanditaires, avoir des questionnaires ou des formulaires conformes qui vous permettent d'être certain que vous posez les bonnes questions et qu'elles sont stockées surtout, parce que c'est pas le tout de poser les questions, c'est surtout de s'assurer que vous avez bien fait le travail et que c'est bien arrivé. Donc ça c'est important aussi. De la même manière, votre logiciel, on parle de convocation sur l'indicateur 9, vous devez informer les participants de la réalisation et de comment va se réaliser la prestation. Eh bien, c'est votre logiciel métier qui peut également automatiser ces choses-là. Ça va être quelque chose que vraiment vous pouvez automatiser avec pourquoi pas des relances, des informations qui peuvent venir à des temps donnés de avant le début de la session, par exemple. On parlait des formateurs, de la compétence des formateurs, mais il y a toute la gestion contractuelle avec les formateurs et puis l'envoi d'une charte qualité, par exemple, s'assurer que c'est bien signé et puis rentrer toutes les compétences de votre formateur. Ça, c'est pareil, de vos formateurs, ça, le logiciel peut vous aider. Et enfin, donc c'est des exemples. Hein. Bien évidemment, on imagine bien que ça peut nous aider sur beaucoup d'autres indicateurs. D'envoyer des enquêtes, des questionnaires à chaud, à froid, des questionnaires de suivi de cohorte aux participants, des questionnaires d'impact aux entreprises pour savoir si la formation a bien eu des effets positifs, poser des questions aux formateurs pour savoir si ça s'est bien passé et si voilà, vous avez des bons retours. Ça, votre logiciel, il doit vous aider pour vous faire gagner du temps, puisque là, pour le coup, si c'est tout manuel, ça va vous représenter beaucoup de travail. Donc, effectivement, on peut imaginer, alors William parlait d'Excel un peu tout à l'heure, ça peut tout à fait être formaté sous un tableau de récap Excel, hein, avec effectivement les différents points importants qui sont à suivre. Vous assurer que vous avez bien vos supports de formation, que le programme est conforme avec tous les blocs bien remplis, que vous avez pour la partie législative des conventions qui sont bien, ou des contrats qui sont bien revenus signés, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une bonne vision globale de ce sur quoi il faut que vous travaillez, que ce soit en amont du début de la formation, avec un kit formateur, par exemple, qui soit prêt, etc., pendant la formation et après la formation. Ça, c'est intéressant d'avoir cette visu au fur et à mesure. Et pouvoir justement facilement suivre et corriger justement, hein, là où vous voyez, là où j'ai mis un petit peu du rouge exprès, vous puissiez voir effectivement tous les aspects sur lesquels ça nécessite des corrections. William, je te rends la parole. Je te remercie. Oui, effectivement. Donc là, l'idée, c'est alors, on va quand même un petit peu vous présenter une solution métier qu'on a en interne. Prenez aussi un petit peu assez de recul, hein.
pour vous dire, OK, comment est-ce que demain je peux mettre ça en place dans les outils que j'ai aujourd'hui, hein, il y a d'autres aussi outils sur le marché, ou alors sur les outils que vous avez créés vous-même, type Excel, etc. Grosso modo, en effet, hein, là c'est eParcours, c'est notre nouveau logiciel pour la gestion des centres de formation, qui est un outil CRM ERP pour la gestion centres de formation, grandes écoles, CFA aussi, hein, de plus en plus demandé. Donc là, voilà une petite présentation exhaustive un petit peu de la couverture fonctionnelle, ce qu'il faut vraiment résumer, et ça doit aussi, je pense, être l'un de vos objectifs aujourd'hui. Votre outil doit gérer 100% de votre activité. Du sourcing, j'appelle ça un prospect, un client qui m'appelle, un devis à faire, jusqu'à la planification, la gestion administrative, les conventions partent toutes seules, ça rappelle 2 jours avant les personnes, ça envoie les questionnaires, ça envoie aussi des rappels des questionnaires, en passant par la partie facturation, saisie des règlements, le bilan pédagogique, jusqu'à la réforme qualité. Donc ça, aujourd'hui, à mon sens, ça doit être votre demande prioritaire aujourd'hui dans le cadre de la demande d'un outil. Ensuite, on va rentrer un peu dans des cas particuliers. Là aussi, vous allez pouvoir le retranscrire sur tout type d'outils, hein, c'est toujours pareil. Sarah, je te laisse juste passer. Super, je te remercie. Donc là, c'est un exemple de petit dashboard qu'on va voir sur une session. Donc, comment suivre la bonne gestion de mon OF en intégrant en fait les demandes Calliope. Donc là, sur ce dashboard, on voit plusieurs indicateurs. Déjà, alors on voit peut-être pas très bien, mais on voit par exemple, bah tiens, est-ce que les convocations ont été envoyées, les convocations à la formation? Oui, bah ça c'est l'indicateur 9 de Calliope. Est-ce que les questionnaires ils sont bien partis? Donc les questionnaires de prérequis, les questionnaires de satisfaction. Ça c'est l'indicateur 30. Après, on va aussi pouvoir répondre à l'indicateur 27. Est-ce que les contrats de formateurs ont été faits? C'est juste en bas. Est-ce qu'ils ont été envoyés? Alors seulement en cas de sous-traitance, hein, attention. Et puis, bah, par exemple, les feuilles d'émargement. Alors là, on n'est pas dans un indicateur qualité, mais on est vraiment sur une demande de l'adresse. J'ai bien pris ma leçon, Sarah. Et puis, bien sûr, la facturation. Est-ce que c'est facturé? Bon, ça, c'est un peu plus pour vous quand même. Ça me semble aussi important. Il y a un autre point aussi, juste sur la slide suivante, c'est vraiment sur la partie questionnaire. Là aussi, c'est vraiment un gros volet de Calliope qui regroupe presque 4 à 5 indicateurs qualité. L'idée, bah, avec un outil métier aujourd'hui, c'est d'automatiser cette partie-là, de la partie envoi, saisie jusqu'à l'analyse. Alors là, on va répondre à plusieurs indicateurs. Indicateur 30, l'évaluation des stagiaires, formateurs, le questionnaire pour les financeurs. On n'a pas souvent de réponse, mais au moins il est fait, on l'a envoyé. L'indicateur. Attention, hein. Ça, je suis attention quand même. Pour le J'ai tort. financeur, bah en fait, si on n'a aucune réponse, c'est un problème. Donc déjà, il faut s'assurer qu'on a un système de relance. Et si on a 0 retour, parce qu'on se doute bien qu'un questionnaire envoyé pour le coup au financeur, il n'y aura pas, on a très peu de retours. Dans ce cas-là, ce questionnaire qu'on aura fait, qui sera spécifique aux financeurs, à ce moment-là, on les appelle et on les remplit avec eux ces retours finalement. Donc ce sera bien le même outil de questionnaire, mais par contre, on se doute bien qu'ils répondront pas par le biais d'un email, même d'un email en fait, parce qu'on n'a pas forcément l'interlocuteur en fait. Donc on va avoir plutôt des réunions, des choses comme ça, soit un compte rendu de cette réunion, on aura posé toutes les questions sur les bonnes pratiques qu'on devrait mettre en place, l'amélioration qu'on devrait mettre en place sur la partie demande de prise en charge, la partie facturation et tous les éléments apportés à la fin de la formation, des retours sur sur ce qu'on fait et les améliorations que le financeur nous demande de mettre en place, nous conseille de mettre en place. Sur un financeur, le questionnaire en tant que tel brut, comme on peut le faire entre guillemets avec des participants, on va pas forcément le mettre en place de la même manière pour s'assurer d'avoir des retours efficaces. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai pas de réponse, pardon, mais si que je montre que j'ai eu la démarche en tout cas de facilitateur pour le financeur, aujourd'hui, je réponds à l'indicateur. Il faut avoir des retours. Ok. Donc s'assurer de mettre en place les démarches qui font qu'on aura des retours. Aujourd'hui, la plupart de mes clients font plutôt des entretiens, soit téléphoniques, soit présentiels, et posent leurs questions, font un compte-rendu, par exemple, qu'ils envoient aux financeurs en mode synthèse de ce qu'on a vu ensemble, ou alors font des questionnaires comme ça, mais complètent les informations au fur et à mesure dans l'outil qui sert en fait de synthèse. Ok, ça marche. Je te remercie pour les lumières. Et ben, tu as du coup aussi un petit peu évoqué l'indicateur 31. Là, c'est l'analyse des questionnaires, le traitement d'une réclamation dans un questionnaire, l'analyse de la validation des compétences et le taux d'abandon. Et puis après, on va jusqu'à l'indicateur 11, par exemple, pour toute la partie quiz. Les réclamations qui sont traitées, et puis effectivement, ces analyses-là vont nous permettre d'aller sur le 32, puisque le 32 étant l'amélioration continue, effectivement, on va utiliser tout ce qu'on aura récupéré dans les questionnaires satisfaction et autres, et au niveau des suivis des réclamations, comme tu le disais, du 31, pour en faire un beau 32, à savoir traiter notre amélioration.
Super. Et juste aussi, voilà, une petite copie d'écran un petit peu de l'outil pour vous montrer que c'est déjà dès la création de vos formations, il faut penser à la nouvelle réforme, en tout cas aux ajustements. Bah tiens, dans l'indicateur 1, je suis dans l'obligation de saisir les objectifs, les compétences visées. Alors ça, c'est certes à vous d'y penser, mais un outil métier doit tout simplement vous guider, vous faire respecter la réforme sans que vous ayez besoin d'y penser. En fait, c'est un petit peu ça, hein. L'idée, un outil métier pensé avec la réforme et qui n'a pas été modifié pour. C'est aussi un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors, juste voilà, pour résumer, en grosso modo, où est-ce qu'on peut vous aider si jamais vous avez besoin d'aide? C'est sur deux grosses parties. La partie logicielle, sur la gauche avec e-parcours et puis d'autres solutions aussi destinées centres de formation outils métiers et puis l'accompagnement que Sarah d'ailleurs réalise presque 100% des cas aujourd'hui avec un accompagnement en 4 étapes pour aller sur Calliope et puis le après avec des pré-audits de surveillance, de l'accompagnement, du conseil. On prend pas forcément beaucoup de temps, hein. On remarque que on fait toujours une petite partie analyse un petit peu de vos objectifs avec vous et on remarque que voilà globalement quand même dans la formation les gens s'y sont bien attelés, en tout cas se sont bien renseignés, donc c'est souvent quelques petits ajustements et le gain de temps là, à l'expérience, parce que Sarah, je sais pas aujourd'hui combien de centres de formation t'as accompagné là depuis un an maintenant. Sur 18 à peu près. Voilà. Et puis de toute taille, donc c'est vrai que le retour d'expérience peut vous permettre aussi de gagner du temps. Un dernier sondage, je crois. Tout à fait, je vais le lancer tout de suite. Et ensuite, on répondra à vos 10 000 questions. Alors, je vais le relancer, je vais réinitialiser et je vais ouvrir les votes. Normalement, vous devez le voir apparaître. Et alors, je profite de ce temps-là en fait pour lire vos questions. Je t'ai fait une petite sélection. Moi aussi, j'en ai récupéré plusieurs. J'en ai récupéré plusieurs. Je t'ai fait des promesses dans le chat. Hein. Ah, j'ai vu que tu avais répondu effectivement à quelques questions. Déjà. Mais après, tu peux peut-être aussi sélectionner les questions qui sont peut-être plus liées au logiciel et peut-être moins plus liées au... Les premières étaient principalement pour toi. Alors, je sais pas si sur le sondage, on a eu... Des retours. Là, a priori, il est encore en cours. Voilà, partager. Je vais regarder les résultats. Ah, on a quand même super des bons retours. Après, effectivement, des personnes qui avaient envie de voir autre chose, malheureusement, sur le système de Calliope, c'est tellement vaste que, effectivement, ouais, c'est sûr. J'ai dit à certains qu'on fera peut-être un mail groupé pour faire parvenir un autre webinaire que tu avais fait sur la première étape de Calliope un petit peu. Oui, tout à fait, c'est une bonne idée. On a déjà des vidéos, puis après, voilà, des outils faciles. Bon. Alors, sur les questions moi, que j'ai pu identifier, pour lesquelles je peux répondre pendant qu'on en est là, j'ai vu les questions sur les coûts par rapport à l'audit. Effectivement, il y a une grille hein, sur la durée la durée de la certification. Je l'ai montré tout à l'heure quand je parlais du temps entre l'audit initial et l'audit de surveillance. En fait, c'est un article de loi qui indique, en fonction de votre chiffre d'affaires, du nombre de catégories de formation que vous avez et du multisite, justement, la durée de ces audits-là. Donc, en principe, c'est commun, enfin, en principe, plus qu'en principe, c'est commun à tous les certificateurs. Donc, on peut pas vous dire, un certificateur peut pas vous dire c'est un jour et un deuxième peut vous dire c'est 3 jours. C'est forcément quelque chose de collectif qui sera valable pour tous les certificateurs. William, peut-être une question sur le logiciel. J'ai eu une question par exemple sur est-ce que le logiciel peut être couplé avec une CRM par exemple? Oui, alors oui, ça se fait, mais là plutôt, on va plutôt être à mon sens sur ce que j'appelle des grands comptes, des grands centres de formation qui ont des besoins extrêmement poussés sur la partie CRM. De manière générale, aujourd'hui, un bon outil de gestion d'OS, ça doit être une CRM. Ça doit vous permettre de gérer des prospects, des clients, avec une nomenclature hein, qui est propre à votre centre de formation, et de pouvoir bien sûr gérer la gestion des devis. Hein. Quand on parle d'intra, je pense que c'est souvent là où ça revient. Mais voilà, un logiciel de centre de formation doit être une CRM, au moins avoir la base. Et après, si on veut aller sur des outils d'emailing, ce genre de choses, il y a des petits outils Mailchimp, etc., qu'on n'a pas besoin de connecter, parce que votre outil métier vous permettra de faire des exports, des listes, etc., pour ensuite l'utiliser sur d'autres choses. Mais oui, c'est à mon sens aujourd'hui, ça doit être un prérequis, en tout cas en 2021,
Il faut être attentif à ça. Ouais. Alors, j'ai une question aussi sur la logique des logos, parce que je parlais de la charte qui allait vous être envoyée. Effectivement, il y a des contraintes en termes de logos à faire. Vous pouvez coller, par exemple, sur un mail, vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez coller le logo, votre logo à vous et le logo Calliope. En revanche, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire qu'au moins la largeur de la Marianne entre votre logo et le logo Calliope, pour qu'on ne puisse pas considérer que vous êtes vous-même la personne qui a acheté Calliope finalement, hein, vous êtes juste utilisateur de la marque. Et le logo en tant que tel ne doit pas avoir d'effet, vous n'avez pas le droit de changer le format, vous n'avez pas le droit de changer la mise en page, etc., etc. Donc ce qui vous sera communiqué sera utilisable entre guillemets un peu comme tel. Donc effectivement, il y a une taille minimale également, hein, 10 mm par 23 mm. Enfin, vous allez voir quand vous allez recevoir votre kit que c'est assez formaté en termes d'utilisation et qu'on vous dit effectivement que vous pouvez pas l'utiliser pour une seule action de formation, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des échanges dessus sur le chat. Peut-être une question logicielle. Ouais, alors je crois que j'en avais noté une ici. L'outil permet-il de stocker l'ensemble des documents reçus? Effectivement, ça aussi, ça doit être un prérequis aujourd'hui. Vous êtes dans l'obligation, en tout cas, d'avoir des justificatifs, des preuves. L'outil doit être un outil d'archivage, hein. Je reçois une convention signée. On parle en plus de plus en plus maintenant de signature électronique. Voilà, quand je la reçois, je me dois d'avoir un outil où soit j'ai un espace de stockage manuel, soit c'est l'outil qui va le faire automatiquement sur des outils un peu plus poussés, ce qu'on fait avec certains de nos clients. Mais voilà, effectivement, c'est aujourd'hui. Puis on parle de coûts. Alors là, c'est vrai, bon, c'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais on est sur un outil aujourd'hui là sur le e-parcours. C'est un outil e-parcours essentiel qui commence à partir de 90 € par mois aujourd'hui. Ah, tu commences à parler d'argent. J'étais obligé, on m'a demandé. C'est vrai, j'ai vu la question passer. Je suis poli. Après, je suppose que tu pourras aussi recontacter les personnes qui t'ont posé des questions sur ce sujet-là. Donc, j'ai vu une question également, justement pour revenir sur l'histoire des financeurs. Effectivement, si vraiment vous êtes un blocage complet, vous n'avez aucun retour des financeurs, si vous pouvez le justifier par des propositions, en montrant que vous avez eu des propositions d'invitation et que personne n'a répondu, soit. Mais quand même, l'idée, c'est que vous ayez un système de relance efficace et c'est quand même intéressant de montrer que vous avez eu quelques retours, que ce soit pour le financeur, mais que ce soit pour les commanditaires aussi, hein, les commanditaires, etc., etc. Avoir le plus de retours possible. Ça, c'est quand même important. J'ai aussi une autre question, Sarah. Une fois la certification obtenue, est-ce qu'on peut la perdre en cas de motif de non-conformité d'un sous-traitant? Alors, en l'occurrence, le sous-traitant, lui, n'est pas obligé d'être Calliope. Par contre, vous devez vous assurer effectivement qu'il respecte la réglementation de manière générale. Là, c'est même pas forcément pour Calliope, mais également qu'il respecte vos valeurs et votre système qualité finalement. Donc effectivement, si vous avez des plaintes, par exemple, de clients qui se plaignent auprès des financeurs ou que pendant l'audit de surveillance, on se rend compte qu'il y a un problème avec un sous-traitant, ça peut effectivement engager la surveillance ou le renouvellement. C'est possible que ça ait des impacts, effectivement. Oui, tout à fait. Alors j'ai vu des questions aussi sur justement le logiciel. Est-ce qu'il peut être adapté pour une activité de conseil, par exemple, si c'est pas de la formation, donc pas bilan pédagogique, mais par contre que j'ai une activité de conseil, un peu ce qu'on fait nous quand on fait de l'accompagnement ou quand on fait des audits, etc. Est-ce que tu penses, William, qu'on peut l'utiliser pour d'autres activités que la formation pure? Oui, effectivement, c'est pour ça que de plus en plus, vous allez retrouver dans les outils la possibilité de faire ce qu'on appelle des sessions hors bilan pédagogique. On voit déjà aujourd'hui la lourdeur administrative. On a des grands comptes de plus en plus qui ont de moins en moins de budget ou qui n'en ont presque plus. Donc à ce moment-là, voilà, posez bien la question. Est-ce que oui ou non, c'est une formation? Est-ce que vous avez du budget? Est-ce qu'il y aura une prise en charge? Sinon, faites de la prestation tout de suite. Vous embêtez pas. Vous allez gagner du temps. Ça vous empêche pas quand même de garder cette rigueur. Attention, hein. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire parce que ça reste important. Et puis la possibilité souvent dans les outils de faire des factures libres, ce qui vous permet aussi de facturer autre chose que de la formation. Ok, est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que quand on va répondre au questionnaire, est-ce qu'on sera obligé de se loguer, d'avoir un login, un mot de passe, ce qui peut être un peu compliqué avec des participants qui suivent plusieurs formations qui vont oublier ce mot de passe? Ouais, effectivement. Donc c'est vrai que de plus en plus,
Aujourd'hui, le logging mot de passe n'est plus obligatoire au moment de la réponse des questionnaires. C'est facilitant aujourd'hui quand même pour le stagiaire. Il y a quand même un petit peu plus de risques que des personnes diverses et variées puissent répondre, en tout cas au questionnaire à votre place. Mais effectivement, de manière générale, voilà, on envoie le questionnaire par mail sans logging mot de passe. On peut même aller jusqu'à mettre un petit temps de réponse où après les gens pourraient plus répondre. Mais oui, effectivement, oui, c'est possible. Ok. Alors, vu l'heure, enfin, je veux pas. On a atteint, je crois, le temps de la fin du webinaire. Est-ce que, William, il y avait quelque chose sur lequel tu voulais absolument répondre avant de refermer? Bah, ce que je vous propose, c'est que nous, on va essayer de faire une petite FAQ, je pense, avec toutes les questions qu'on a. On refera, je pense, un petit bilan de tout ça. Est-ce que tu peux juste réafficher le PowerPoint pour remontrer l'adresse de contact? Oui. Si vous avez d'autres questions, parce que bien sûr, on fait aussi le SAV du webinar. On n'est pas juste là pour montrer nos têtes et notre PowerPoint. Voilà, donc vous pouvez directement m'envoyer un mail. Je reprendrai l'ensemble des demandes. Voilà, je ferai intervenir Sarah, bien sûr, pour les questions un peu plus techniques. Il y a aussi mon numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez d'autres questions. Et puis, en attendant, ce qu'on a dit, c'est qu'on vous fera un retour sur le lien du webinar et puis un support aussi qui est beaucoup demandé. Donc, je pense qu'on mettra aussi notre PowerPoint en PDF pour vous le faire parvenir. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à vous dire à Merci. bientôt. Mais merci surtout, t'as raison, c'est mieux.